100 ans de charbon et la cité de Lens que voici s'est finalement écartelée aux 4 points cardinaux de ces mines. Tous les chemins de ce territoire mènent au charbon. Et le long de ces chemins, 100 années de travail ont vu s'édifier les maisons d'une incroyable concentration humaine. Lens, capitale du charbon dans le Pas-de-Calais, a une existence intimement liée à celle des mines qui jalonnent le bassin. D'est en ouest, sur plus de 100 km, le ruban noir du plus important gisement houiller français n'est qu'une vaste agglomération. Une ville dont le nom change de fosse en fosse, une ville où plus d'1 million d'êtres ne vivent que pour et par le trésor noir. Histoire de Lens, histoire du charbon, de 100 ans de charbon. 1852, 1952, un siècle sommeille ici, au calme d'une étrange bibliothèque, où chaque livre raconte l'aventure d'un homme. Sur un rayon, nous avons recherché parmi tant d'autres les quelques souvenirs officiels du plus vieux mineur encore vivant. Il s'appelle Delattre Louis, né en 1867, mineur de fond depuis 1879 à 12 ans. Parti pour une autre aventure le 3 septembre 1914 et parce qu'il était fidèle, revenu achever son destin de 1920 à 1925. Après 41 ans de service, Delattre Louis bêche encore son jardin et ne s'était jamais douté qu'un jour, il assisterait comme invité d'honneur au centenaire d'une mine que son grand-père contribua à creuser. Et sur le carreau de son ancienne fosse, au vestiaire, où l'on attendait avec joie sa visite, papa Delattre a voulu revêtir la tenue de jadis, la tenue blanche, paradoxale des pionniers de la mine. Comme si en ces temps lointains où la conquête de la terre était un duel obscur, l'homme avait tenu à conserver avec lui un peu de la clarté du jour. Autour du mineur d'hier, on a ri, on a un peu chahuté, mais on a surtout caché sous le rire un de ces sentiments profonds que l'on n'expose jamais ici, de ces sentiments que la pudeur dissimule chez les êtres forts. Tout en blaguant papa Delattre, on a donné une fois de plus la preuve d'une étonnante solidarité et d'un respect profond pour le métier. Puis, ce fut la descente, le voyage véritable. Ce moment où chacun, même des plus accoutumés, a conscience de s'engager dans l'exceptionnel. Et Delattre Louis, voyant disparaître le jour, s'est enfoncé dans la nuit, dans la grande inconnue du présent et dans la recherche du souvenir. Mais des souvenirs de M. Delattre, il ne reste rien ici que le charbon et les hommes. Le reste a changé radicalement. Le vacarme est énorme comme les machines. D'étranges vapeurs s'exhalent de ce bruit dans le frémissement mécanique de l'acier autour d'un mineur nouveau, un mineur technicien et maître de la machine. Les souvenirs de Delattre Louis. Un trou d'homme où, sous l'autorité du chef de famille, il était ce gamin aux pieds nus qui, dans son petit panier d'osier, ramassait la cueillette des grands. Cueillette des grands dans l'arbre de carbone. Progression lente, pénible. Un petit coup d'un grattoir que l'on nommait Rivelaine. Dans la seule pauvre lueur d'une lampe à huile, qu'un quai fumeux auquel on ne craignait point d'allumer sa bouffarde. Qu'importaient alors ces flammes nues, ces mains, ces torses nus, toute cette nudité devant un esprit d'aventure digne d'explorateur et qui prenait ses racines dans le plus pur courage.
Agriculture des profondeurs où le cheval tirait la charge comme au champ. C'était ce temps fameux où se créaient patiemment les atavismes d'aujourd'hui, où se forgeait une tradition. Temps de ces hommes à moustache en croc, personnages à la Jules Verne, conseils de la mine, descente dans un vague tonneau où accroupe-t-on dans les berlines, vieux souvenirs, vieilles gens, photos fanées, femmes au buste généreux, à la jupe longue, et l'inévitable Monsieur Cheval pour tirer, pousser, charrier et faire l'acrobate. Mine d'hier à l'architecture hésitante, mine qui n'osait pas encore se proclamer ou qui au contraire adoptait dans l'orgueil de leur poussée hâtive les folles armatures du style à la mode, Galerie des Machines ou Trocadéro. De vieux grimoires fanés évoquent encore bien des choses. Salaire journalier 3 francs 25. 4,50, 2,60, 1,75. Celui-ci laissait des dettes pour 27 francs 25. Cet autre était capricieux. Un tel parti en Amérique. Quant à lui, mauvais ménage dans les corons. Lui, enfin, préférait la moisson. Et là, tout en bas de la page, une écorchure profonde laboure le souvenir. Ici commence en effet le rappel en nos mémoires de la blessure affreuse que laissèrent en 1916 et 17 les bombes allemandes. Lens est rasé à 100% ainsi que toutes les mines qui l'entourent. Offensive et contre-attaque font de la région le théâtre d'une des batailles les plus cruelles de la guerre. Les fosses sont démantelées, dynamitées, noyées systématiquement, à ce point qu'après l'armistice, lorsqu'on les pompe, on en extrait un volume d'eau comparable à celui de la Seine à Paris pendant 15 jours. Et l'on a reconstruit tout cela avec la ferme volonté d'oublier dans le grand œuvre de paix les folles destructions de la veille. La vie dans le pays ne pouvait reprendre sans charbon, et le mineur, qui est toujours en pareil cas le premier sollicité, fut une fois encore le premier à son poste. Lens, détruit et reconstruit, était un symbole. Et tout au long du gisement, en réaction semble-t-il contre la ruine, la fièvre du constructeur aboutissait à l'important échiquier des mines du Nord. Qui ne connaît ces noms célèbres, sonnant un peu comme des victoires? Valenciennes, Douai, Hénin-Liétard, Oigny, Liévin, Béthune, Bruay, Auchel. 1945, infatigable, le mineur se remet à l'ouvrage. Il s'agit maintenant de moderniser. La nation avait alors pris en main les destinées de cette industrie clé. Des centaines de milliers de travailleurs allaient désormais tendre leurs efforts vers un but unique, le charbon français dont les houillères du Nord et du Pas-de-Calais fournissent la majeure partie. Et comme il fallait toujours plus d'électricité, les centrales naissaient l'une après l'autre, produisant les kilowatts par milliard. Et tant il est vrai que la chaîne des souvenirs nous ramène toujours au présent, le rêve de M. Delattre s'est achevé dans la réalité la plus convaincante, la plus incontestable. Le mineur n'a pas changé, les mots pour rire sont les mêmes qu'hier, mais la technique, en se développant, a fait de cet homme le maître de forces de plus en plus grandes. Un peu brutal pour mon âge, voyez-vous. Mes bras en ont vu d'autres pourtant, et mes jambes me permettront bien encore de faire un peu de 4 pattes dans le charbon. Alors, les jeunes qui étaient là, dans cette fierté qu'ils avaient de promener sur leur champ de bataille un vieux général qui en avait vu de raide, ont patiemment, longuement expliqué. Le charbon abattu est simplement déposé sur ce tapis roulant qui court sans cesse le long de la veine. Au bout de ce premier parcours, dans une première cascade, il est entraîné par le ruissellement d'un second tapis plus rapide déjà. Une mine, aujourd'hui, c'est cela. Des kilomètres de caoutchouc qui circulent et du charbon dessus. De tapis en tapis, le flot ira grossissant jusqu'au puits, jusqu'au jour, où d'autres tapis encore le charrieront. Mais il ne suffit pas d'extraire, d'abattre comme on dit. Il faut aussi, pendant que l'on progresse,
soutenir le toit. Hier, du bois, aujourd'hui, de l'acier. Et lorsque 8 heures se seront écoulées, on laissera les forces naturelles s'exercer librement en foudroyant. Chaque pilier d'acier récupéré sera remis en place un peu plus loin, de sorte que, de colonnade en colonnade, le gâteau de charbon sera grignoté. Quant au tapis roulant, qui parfois, comme ici, est en maillon d'acier et fait tout justement la longueur du chantier, c'est-à-dire de 100 à 200 mètres, il suffira d'un peu d'air comprimé pour lui faire suivre le mouvement. Vous voyez comme c'est simple. Le cycle des opérations n'aura plus qu'à reprendre, en livrant une nouvelle tranche aux abatteurs, lesquels, vous allez voir, monsieur Delattre, ne sont pas gens à plaisanter. Et voilà, un peu de poudre bien placée fait un travail d'enfer. Le tapis a sa pleine charge pour un bon moment, cependant que le reste du massif que l'explosion a ébranlé, craquelé, est livré à la rage des marteaux-piqueurs. Lorsque dans une mine, tous les chantiers extraient leur charbon à la même cadence et que toute leur production vient déferler sur cet énorme tapis qui, de galerie en galerie, l'a attrapé au vol, on imagine combien de centaines, de milliers de tonnes passent ici en une journée. La dernière cataracte vient se briser entre les mains d'un seul homme qui en contrôle le débit à petit coup patient d'un robinet à charger les wagonnets, les berlines. Ainsi se forment les premiers trains de charbon, les trains de sous-terre. Alors, Delattre Louis, qui voulait tout voir avant de remonter au jour, et pour la dernière fois sans doute, s'est arrêté ici, s'est fait expliquer le pourquoi de ceci, de cela. Delattre Louis a glané en ce jour étonnant autant de souvenirs peut-être qu'il n'en avait rapporté de ses campagnes d'hommes pour ses petits-enfants. Il avait bien mérité d'être ainsi informé, de pouvoir faire le point entre le passé et le présent. Elle lui était due, cette conscience qu'entre les pionniers de jadis et les enfants de l'âge technique, il est un lien indissoluble, héritiers de même vertu, ils sont de même qualité, de même naissance. Et comme il ne savait pas encore tout de la science moderne, il tira de sa poche une pipe et une blague. On lui expliqua alors que cela ne se faisait pas, ou ne se faisait plus, et on lui fourra sous la moustache la chic réglementaire et qui n'eut aucun succès. Papa Delattre est indulgent, il a souri, il a lissé sa moustache et a fait briquet, comme on dit ici.